avec ses espèces botaniques venues d'ailleurs. Ou historique avec son tracé géométrique, balade dans 2 jardins bretons qui ont le pouvoir de transporter le visiteur. Entre le mur d'enceinte et les tours du château de Bois-Orcan, le jardin médiéval de la Fontaine de Vie. Un jardin clos et structuré qui appartient à la famille Landon. C'est le cœur névralgique de ce jardin médiéval et en général de tous les jardins médiévaux, à partir du moment où il y a de l'eau. C'est le point de départ central de la manière dont on rendait hommage à Dieu et à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie. Le château des 14e et 15e a été restauré dans les règles de l'art. Mais le jardin d'origine, lui, avait disparu. Il a donc été entièrement recréé, selon les codes de l'époque. Derrière nous, on a la cour d'amour, qui est dans le prolongement de la fontaine de vie, puisque l'eau coule de la fontaine de vie jusqu'à la cour d'amour, l'eau étant aussi un symbole de fécondité. La cour d'amour étant à l'abri des regards, derrière cette haie d'osier qu'on appelle du plessis vivant, vivant parce qu'il est planté dans le sol, qui se consolide au fur et à mesure, et qu'il est monté en croisillon, comme au Moyen-Âge. 3e espace, le jardin des curiosités, composé de carrés fleuris. Là encore, rien n'est laissé au hasard. C'est le côté un peu plus scientifique des jardins au Moyen-Âge, où on sait que les plantes ont des vertus médicinales, et on cherche continuellement quelles vertus elles peuvent apporter. Toutes les plantes qui sont ici, que vous voyez là, sont attestées du Moyen-Âge et on en retrouve des traces dans tous les écrits. Ici, tout est parti d'une page blanche. Sur cette ancienne parcelle agricole, Louis Tranchant a créé ce jardin de toutes pièces. Un lieu où les curiosités botaniques s'épanouissent. Celui-là, c'est le magnolia de la Vaille. Il a une particularité, c'est que les fleurs, elles durent une journée, 24 heures. Et après, elles tombent. Mais il produit en masse, c'est ce qui fait qu'on a toujours des apparitions comme ça. Un jardin minutieusement pensé et projeté au fil des ans par cet autodidacte. Louis compose des paysages. J'ai placé mes couleurs froides à gauche et progressivement, quand l'œil se dirige vers la droite, les tons sont de plus en plus chauds. C'est ce qu'on appelle la théorie de Gertrude Jekyll, la grande jardinière anglaise, là, qui avait élaboré la théorie des couleurs. Des influences anglaises, d'autres plus exotiques. L'amour des plantes a mené l'ancien chef de gare loin des Côtes d'Armor, jusqu'en Asie et en Amérique centrale. Toutes mes plantes ont une histoire. Quand je vois une plante, je sais qui me l'a donnée, d'où elle vient, etc. À l'occasion d'une visite au jardin du Tabor, je me suis autorisé à prélever un gland qui était par terre. Ce gland-là, je l'ai mis dans un pot, il a germé et actuellement, voilà, il a tellement progressé que vous pouvez l'apercevoir 25 ans après. Comme ça. C'est le chêne liège. Tout ça, c'est parti d'un petit gland ramassé au parc. Absolument, oui. Un jardin métissé qui se visite les dimanches de fin avril à début juillet. Ce jardin-là, il me donne l'occasion quand même de recevoir du public, des gens passionnés. Et puis ça apporte un plus, ça permet de faire des échanges entre passionnés. Ça, c'est extraordinaire, quoi. 2 hectares entretenus par un seul homme depuis 45 ans. Kerlouis, c'est l'œuvre d'une vie, reconnue cette année jardin remarquable.